Vous êtes avec SBS French. SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 2 octobre. Bertrand Tungandame pour vous accompagner ce samedi et très ravi de vous avoir donc dans ce programme. Dans cette édition, nous avons comme tous les samedis notre rubrique rétro et nous reviendrons aujourd'hui sur l'assassinat du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi. Et aussi dans cette édition, Jean-Noël Ducasse nous propose un entretien avec Isabelle Johnson du Brisbane French Theatre qui nous parle d'une nouvelle pièce de théâtre qui débute dans quelques jours. Et nous avons également une toute nouvelle rubrique à table, Kitchen Conversations, une nouvelle série par notre collègue Audrey Bourget destinée aux producteurs et passionnés de bonne bouffe. Mais avant cela, l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud a atteint 65% de sa population doublement vaccinée au moment où elle enregistre 813 nouveaux cas et 10 décès de Covid-19. Et les habitants de Sydney exaltés par l'annonce de la réouverture prochaine des frontières du pays. Et crise des sous-marins, la note s'alourdit pour l'Australie suite au report des négociations commerciales entre l'Australie et l'Union européenne. Hier, Scott Morrison, le Premier ministre australien, a annoncé la réouverture des frontières du pays, qui sont fermées depuis mars 2020, le début de la pandémie. L'annonce est reçue très positivement par la population qui va enfin pouvoir sortir du pays. Grégory Pless, à Sydney, est allé les interroger. Dans un mois, la forteresse Australie va enfin rouvrir ses portes. Une nouvelle qui réjouit Gail, impatiente de revoir sa famille aux États-Unis. I'm actually pretty excited about it. I've got family that live overseas, so the potential opportunity to go and see them in person and see my nephew who turns 2 in a couple of days is great. Le cas de Gail est loin d'être exceptionnel puisqu'en Australie, 30% de la population est née à l'étranger. Mais d'autres sont simplement contents de pouvoir de nouveau voyager et même pour certains réaliser leurs rêves. C'est le cas par exemple de Nikki et sa compagne. We're getting married next year, so we'd love to go to Italy for our honeymoon. So yeah, that would be what we'd love. Mais l'Australie, qui affiche l'un des meilleurs bilans sanitaires de la planète face à la pandémie, est-elle prête à sortir de son isolement ? Sam pense que oui. I'm all for it. I mean, yeah, the vaccination rates are up and we've got a lot of things in place to make sure that the country is safe. So I don't see any reason why we shouldn't. Yeah. De fait, les Australiens et les résidents permanents vaccinés ne seront plus astreints qu'à une quarantaine de 7 jours à domicile. Mais pour tous les autres, ils resteront soumis à une quarantaine surveillée d'une durée de 2 semaines. Entre-temps, c'est que la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 813 nouveaux cas de Covid-19 acquis localement au cours des 24 dernières heures et 10 décès. Le docteur Jeremy McNulty des services de santé de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que 87,7% de la population de l'État de plus de 16 ans a désormais reçu une dose de vaccin, tandis que 65,2% ont reçu les 2 doses. And 65.2% are fully vaccinated. And the total number of vaccines administered in New South Wales is now 10.2 million. These are great numbers. Thank you so much for coming forward to get vaccinated to protect yourself, your family and your communities. De son côté, le Victoria a enregistré 1488 cas de Covid-19 acquis localement et 2 autres décès. La ville de Shepparton et ses environs dans le nord du Victoria, ainsi que la localité de Moorabool,
au sud de l'État ont commencé un verrouillage instantané de 7 jours avec des restrictions similaires à celles en vigueur à Melbourne. Et le gouvernement du Victoria a annoncé en même temps un plan de soutien pour l'industrie de la construction de l'État après un arrêt de 2 semaines qui devrait se terminer lundi 4 octobre. Le trésorier du Victoria, Tim Pallas, a déclaré que le gouvernement continuerait de se tenir aux côtés du secteur. We'll be providing cash grants to thousands of operators who've been playing a key role in the fight against the Delta variant, and we're proud to announce $196.6 million in a package of support. It'll provide one-off payment to eligible businesses, including sole traders, to cover the periods of restriction from the 21st of September through to the 4th of October. Le Queensland a enregistré 2 cas de COVID-19 acquis localement en quarantaine à domicile. Les cas, ce sont des enfants tous deux liés au cluster de l'aviation. La ministre de Santé du Queensland, Mme Yvette Datt, souligne qu'il est peu probable que ces enfants aient été sur des sites d'exposition au-delà de ceux de leurs parents. La médecin en chef du Queensland, la Dr Young, de son côté, a de nouveau exhorté les résidents à se faire vacciner. But now, every single day that we don't have community transmission is another day that more than 50,000 Queenslanders have the opportunity to get vaccinated. We have plenty of vaccine. Please, immediately, if you haven't had your first dose of vaccine, it's really important that now's the time you come forward and get vaccinated. Et le territoire de la capitale nationale, la LA-City, a enregistré de son côté 52 nouveaux cas de COVID-19, dont au moins 29 acquis dans la communauté. Le nombre de cas enregistrés ce samedi constitue un record pour LA-City depuis le début de la pandémie. Et la décision de Canberra d'annuler le contrat du siècle conclu avec la France pourrait lui coûter bien plus cher que prévu. En effet, le 12e round des négociations entre l'Australie et l'Union européenne à propos d'un accord de libre-échange est remis en doute. Les négociations ont en effet été reportées après la fureur déclenchée par l'Australie en annulant l'important contrat militaire de sous-marins français, choisissant d'acheter à la place des engins à propulsion nucléaire Made in USA. Explication Gregory Pless pour RFI. La facture téléphonique du ministre australien du Commerce, Dan Tehan, s'est considérablement allégée ces derniers mois. Déjà dans l'incapacité depuis des mois de dialoguer avec son homologue chinois en raison des tensions entre Canberra et Pékin, on sait aussi qu'à Paris, depuis un peu plus de 2 semaines, plus personne ne prend ses appels. Un phénomène qui semble s'être étendu jusqu'à Bruxelles, où Dan Tehan devait se rendre le mois prochain pour participer au 12e tour de négociations portant sur la signature d'un traité de libre-échange avec l'Australie. Ces négociations sont désormais à l'arrêt, c'est ce qu'a confié ce matin un responsable de l'Union européenne à l'AFP. Et cette pause pourrait durer puisque la France prendra la présidence de l'UE en janvier prochain. Un coup dur pour l'Australie puisque l'Union européenne est son 3e plus important partenaire commercial. La signature d'un traité permettrait de rééquilibrer la balance des échanges qui actuellement penche très largement en faveur de l'Union européenne. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a entre-temps déclaré qu'il se rendra en France la semaine prochaine, au moment où l'administration Biden tente d'apaiser les tensions dues à l'échec de l'accord sur les sous-marins, donc l'accord entre la France et l'Australie. Anthony Blinken espère également éviter des dommages potentiellement plus durables causés par l'exclusion du plus ancien allié des États-Unis de la nouvelle alliance Indo-Pacifique AUKUS. Le département d'État américain a indiqué que M. Blinken sera à Paris lundi 4 octobre pour une conférence économique internationale et il profitera de cette visite pour rencontrer les autorités françaises. Et le nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis a déclaré que les 2 pays traversaient une période d'ajustement dans leurs relations bilatérales. L'ambassadeur Qin Gang, qui a pris ses fonctions fin juillet, a également souligné que la diplomatie elle-même est un processus d'ajustement permanent.
There is another ancient Chinese saying, no discord, no concord. China and the US are still going through the adjustment period, and the process may provide an opportunity for both countries to rediscover and better recognise each other, so as to find a way to get along with each other. In my view, diplomacy itself is an exploring process, which is to deal with all kinds of people from around the world. M. Keane a appelé les États-Unis à coexister pacifiquement, affirmant que les deux pays devraient se respecter mutuellement. Et l'une des plus vieilles enquêtes non résolues a connu un rebondissement en France, un rebondissement inattendu. Un tueur en série, surnommé le Grêlé, était recherché depuis la fin des années 80, mais l'ADN retrouvé sur les scènes d'un crime correspond à celle d'un ancien gendarme qui s'est suicidé ce mercredi en laissant une lettre d'aveu. Cela faisait 35 ans que les enquêteurs cherchaient à identifier le Grêlé. Rappel des faits avec Marie Casadebet pour RFI. Cela faisait 35 ans que les enquêteurs cherchaient à identifier le Grêlé. 1986, après le viol et le meurtre d'une fillette de 11 ans à Paris, le portrait robot d'un suspect circule. Son visage présente des cicatrices d'acné, d'où son surnom. La police le soupçonne par la suite d'avoir étranglé un couple dans la capitale en 1987, d'avoir tué une jeune femme en 1994 en banlieue parisienne et commis au moins 6 viols. Au fur et à mesure, un profil se dessine, celui d'un individu qui aurait pu exercer le métier de gendarme, un profil ADN est aussi isolé. Ces derniers mois, les investigations sont relancées. Quelques 750 gendarmes en poste en région parisienne au moment des faits sont convoqués. L'un d'eux, âgé de 59 ans, ne se présente pas pour son audition à Montpellier. Le même jour, le 29 septembre, son corps est retrouvé. Selon plusieurs médias, il se serait suicidé en laissant une lettre d'aveu. Il se serait décrit comme un redoutable tueur ayant agi jusqu'en 1997. Or, le dernier meurtre qui lui est attribué remonte à 1994. Les enquêteurs devraient donc poursuivre leurs investigations. Et prestation de serment hier du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya comme président de la République de Guinée. La cérémonie s'est déroulée à Conakry devant la Cour suprême du pays. Plusieurs diplomates étrangers étaient présents, mais plusieurs chefs d'État ont boudé la cérémonie. Conakry, Sidi Yansané pour RFI. C'est vêtu de son uniforme beige et de ses inséparables lunettes noires que le colonel Mamadi Doumbouya a été investi président dans l'enceinte du palais Mohamed V. Avant la prestation de serment, le président de la Cour suprême Mamadou Sylla a insisté auprès du nouveau chef de l'État d'éviter les erreurs commises par son prédécesseur Alpha Condé. Le peuple de Guinée a franchi un épisode décisif de son histoire qui n'autorise plus la gestion solitaire de la chose publique dans le secret d'un cabinet par des dirigeants qui n'auraient pas de compte à rendre au peuple. Après avoir rappelé les axes de la transition, dont une nouvelle constitution, la réforme du système électoral et du fichier, le président Doumbouya a insisté sur la lutte contre l'impunité, le grand fléau guinéen. L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance. En début de soirée et pour la première fois en tant que président, Mamadi Doumbouya a donné une allocution télévisée pour la célébration de la fête nationale ce samedi, placée, a-t-il déclaré, sous le signe de l'espérance et du rassemblement. Et l'ONU dénonce la décision de l'Éthiopie d'expulser 7 hauts fonctionnaires onusiens alors que la famine menace dans la région. Une région déchirée par la guerre au Tigré. L'Éthiopie a déclaré les fonctionnaires persona non grata, leur donnant 72 heures pour partir, mais le porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré que ce genre de doctrine ne pouvait pas être appliqué au personnel de l'ONU. This is a doctrine that applies to diplomatic agents accredited by one state to another state. The application of this doctrine to United Nations officials is contrary to obligations under the Charter of the United Nations and the privileges and immunities to be accorded to the United Nations and its officials. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie ce samedi. Perth 20 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 18, Hobart 16, Canberra 19, Wollongong 22 degrés, Sydney 23, Newcastle 25, Brisbane 28, Cairns 34 et Darwin 32 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. La Nouvelle-Galles du Sud a atteint 65% de sa population doublement vaccinée au moment où elle enregistre
813 nouveaux cas et 10 décès de Covid-19. Des habitants de Sydney exaltés par l'annonce de la réouverture prochaine des frontières du pays. Et crise des sous-marins, la note s'alourdit pour l'Australie suite au report des négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Australie. C'est tout pour l'actualité. Après une courte pause, le magazine des sports. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Journal des sports de ce samedi 2 octobre, on commence avec le football. Bientôt ce matin se jouait un match comptant pour la 9e semaine de Ligue 1, un match opposant Lens à Reims et un match remporté par Lens 2-0. Et toujours au football, avant-hier se jouaient des matchs comptant pour la 2e journée de Ligue Europa. Bien, l'OM recevait les Turcs de Galatasaray. Au-delà des affrontements en tribune, la rencontre entre les deux n'a pas été de tout repos. Des affrontements et des lancements de bombes artisanales ont conduit à la suspension de la rencontre pendant 8 minutes. Les forces de l'ordre ont réussi à ramener le calme et la rencontre sous haute tension s'est conclue par un match nul malgré la domination de l'OM sur Galatasaray. On écoute le milieu de terrain marseillais Matteo Guendouzi. Sur la deuxième mi-temps, on a beaucoup poussé et on a eu des situations pour marquer. Ils ont pratiquement rien eu en deuxième mi-temps. On a été beaucoup supérieur à eux, donc il y a de la déception quand même ce soir, mais voilà, on va retenir le bon et se dire qu'on a fait quand même beaucoup de bonnes choses contre une bonne équipe aussi de Galatasaray et on a encore plein de points à les récupérer en Ligue Europa. L'OM continue donc de faire du surplace après un autre match nul en Russie contre les Lokomotiv Moscou. Un autre match nul dans un autre match de la Ligue Europa. Donc match nul entre Monaco et Real Sociedad. 1-1. Ce match nul n'est pas une mauvaise affaire pour les Monégasques qui partagent la tête de leur groupe avec les Néerlandais du PSV Eindhoven avec 4 points. On écoute la satisfaction des Monégasques dans ses commentaires du milieu de terrain Aurélien Tchouameni. Je pense que c'est un bon résultat. Un match nul à l'extérieur contre cette équipe de la Real Sociedad, c'est pas mal. Forcément, on est des compétiteurs, on aurait préféré gagner. Mais quand on n'est pas capable de gagner, il faut savoir ne pas perdre. Donc à la fin, avec la victoire qu'on a eue la dernière fois et ce point, je pense qu'on est bien positionné au classement. Et toujours dans cette deuxième journée de Europa League, l'Olympique Lyonnais s'est lui imposé sans trembler face aux Danois de Brøndby 3-0. On écoute Carl-Brian Toko Ekambi, auteur des 3 buts des Lyonnais. On était prêts, on le savait. On savait que ça pouvait mettre du temps, mais il fallait pas se déconcentrer, il fallait insister. C'est ce qu'on a fait, il fallait garder les ballons, jouer de droite à gauche et on allait trouver la faille. Donc on l'a fait, on a réussi à marquer 3 buts, donc c'est très bien. Bien, toujours au football, le sélectionneur français Didier Deschamps a finalement donné son avis sur l'idée de tenir une Coupe du Monde tous les 2 ans, comme l'envisage la FIFA. Lors d'une conférence de presse jeudi, Didier Deschamps, qui s'exprimait en tant qu'ancien joueur, a exprimé craindre la banalisation du mondial. Mon premier sentiment, de par ma carrière et ma première vie aussi de joueur, le fait de pouvoir passer à une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça me donne le sentiment de la banaliser. Non pas que je suis faire l'ancien combattant, on est habitué, la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans et jusqu'à maintenant c'était très bien comme ça. Et en Australie, rugby, demain dimanche, se joue la grande finale de NRL entre Penrith et le South Sydney. Mais en milieu de semaine, branle-bas de combat lorsque les officiels de la NRL étaient subitement confrontés à un cauchemar logistique après la décision des autorités du Queensland de réduire le nombre des spectateurs autorisés dans le stade à cause de la vague de Covid-19.
Des remboursements seront accordés à un quart des 52 000 spectateurs qui avaient acheté des billets pour le match à guichet fermé. La première, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que les organisateurs n'avaient pas le choix. Ils ont été obligés de prendre cette décision pour des raisons de santé publique. It's going to be disappointing for people, but we have to take the health advice. The health advice is to move to stage 2. Stage 2 says 75% capacity. That's what it will be. Tôt ce matin, la ministre de la Santé du Queensland, Madame Yvette Datt, a déclaré que la grande finale de NRL se tiendra bel et bien demain à Brisbane avec un nombre limité de spectateurs, donc un nombre limité à 75% de la capacité du stade, soit 39 000 personnes. Les masques seront obligatoires dans le stade, à moins d'être assis, de manger ou de boire. Et il y aura des cliniques de vaccination pop-up autour du stade avant le match demain. Look, a day is a long time in COVID, but things are looking really positive. It is going to be a glorious long weekend, and if people keep getting tested and vaccinated, we're very hopeful that we're going to have a great weekend. Pour la petite histoire, la grande finale de NRL se joue au Lang Park de Brisbane, marquant la première fois que cet événement se joue en dehors de Sydney. Je vous rappelle donc que les Penrith Panthers affronteront les South Sydney Rabbitohs demain soir, coup d'envoi à 19h30. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi. Toujours à l'écoute du service en français sur la radio SBS. Et ce samedi, on inaugure une nouvelle série par notre collègue Audrey Bourget, À table, Kitchen Conversations, une série destinée aux producteurs et passionnés de bonne bouffe. Dans le programme, nous avons également un entretien proposé par Jean-Noël Ducasse, un entretien avec Isabelle Johnson du Brisbane French Theatre qui nous parle d'une pièce de théâtre qui débute dans quelques jours, plus exactement, qui aura lieu entre le 14 et le 16 octobre. Et après la chanson Soleil interprétée par Clou, nous allons avoir notre rubrique rétro et cette semaine on revient sur l'assassinat de Jamal Khashoggi. C'était en 2 octobre, plus exactement le 2 octobre 2018. Soleil par Clou. Ce soir je marche sous la pluie. Soleil, c'est toi, soleil, c'est toi. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. Nous sommes le 2 octobre. Le 2 octobre 2018, le journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi disparaissait. Entré au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie pour des formalités en vue de son mariage, il n'est jamais ressorti, assassiné sauvagement. Très vite, les soupçons se sont portés sur le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, au pouvoir à Riyad depuis 2017. C'est lui qui aurait commandité ce meurtre sordide. Retour sur cette affaire qui a ébranlé les relations entre l'Arabie Saoudite et son allié américain. C'est notre rétro sonore avec des archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel et du groupe France Télévisions. 8 heures de perquisition au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, du jamais vu dans une enceinte diplomatique. Ces policiers turcs quittent les lieux avec plusieurs échantillons. Stupéfiante séquence, alors que les informations les plus macabres circulent sur Jamal Khashoggi. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est-il mort dans des conditions cruelles et sordides ? Un journal turc fait le récit d'une séance de torture et d'une exécution au sein même du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Après avoir fouillé les lieux, les policiers turcs ont perquisitionné aujourd'hui la résidence personnelle du consul saoudien à la recherche de preuves. Le récit de Maryse Burgot. Le journaliste et opposant saoudien n'a pas été revu depuis son entrée au consulat. Selon plusieurs médias américains et turcs, il aurait été torturé, exécuté et démembré par un commando venu de Riyad. C'est sa dernière apparition publique. Quelques jours seulement avant sa mort, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dans une conférence, critique à nouveau les autorités de son pays. 28 mois après son assassinat, un rapport du renseignement américain non publié sous la présidence Trump conclut à la responsabilité directe du prince héritier Mohammed Ben Salman.
C'est lui qui aurait validé l'opération d'élimination de Jamal Khashoggi. La Maison-Blanche ne le cite pas, mais appelle l'Arabie Saoudite à cesser ses pratiques meurtrières. Une équipe de tueurs présumés, filmés à leur arrivée par des caméras de surveillance. Selon plusieurs sources, au moins 9 de ces hommes seraient des proches de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Celui-ci l'accompagnait par exemple lors de son déplacement aux États-Unis ou en France. Ses photos en attestent. Des indices de plus en plus embarrassants pour MBS, le leader qui prétend réformer le pays. Son grand allié Donald Trump vient d'ailleurs à son secours. Il me semble que cela pourrait être le fait d'assassins voyous, qui sait. Un scénario qui dédouanerait le prince héritier. MBS pourrait d'ailleurs finalement reconnaître la mort du journaliste. Un interrogatoire trop musclé aurait mal tourné, mais il dira que lui n'était pas au courant. C'est à la télévision publique saoudienne que le procureur général annonce la sentence. Le tribunal a condamné à mort 5 hommes qui ont directement participé à l'assassinat de la victime. Que Dieu ait pitié d'elle. Sur les 11 accusés, 5 sont condamnés à mort, tandis que 3 d'entre eux sont envoyés sous les verrous pour avoir couvert le crime. Les autres sont libres. Et pour la justice saoudienne, ce meurtre n'a pas été prémédité. Tous les suspects ont fait l'objet d'une enquête. Certains ont été libérés par le tribunal, faute de preuves suffisantes. Après un an d'enquête, le tribunal vient de disculper les 2 principaux suspects. Saoud Al-Qahtani, proche conseiller du prince héritier Mohammed Ben Salman, et Ahmed Al-Assirid, ancien numéro 2 du renseignement, sont soupçonnés d'avoir supervisé le massacre de Jamal Khashoggi. Les faits remontent au 2 octobre 2018. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, exilé aux États-Unis, entrait dans le consulat saoudien de Turquie pour ne jamais en ressortir. Torturé et démembré encore vivant, le corps du chroniqueur du Washington Post n'a jamais été retrouvé. Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi entre au consulat saoudien d'Istanbul. Il n'en ressortira jamais. Assassinés et démembrés par un commando d'agents venus d'Arabie Saoudite, ils seront condamnés dans leur pays, mais Riyad n'avouera jamais sa responsabilité. Aujourd'hui, l'ex-fiancée de Jamal Khashoggi poursuit son combat. Elle demande que le prince Ben Salman soit lui aussi puni pour meurtre. Le meurtre de l'éditorialiste, très critique envers le pouvoir, a indigné la communauté internationale. La CIA et une experte de l'ONU accusent Mohammed Ben Salman qui dément. Face au scandale, le Royaume ouvre un procès hors norme. Le verdict ne convainc ni Reporters sans frontières ni la Turquie. Enfin déclassifié par Washington et sans surprise rejeté par Riyad. Le rapport de la CIA incrimine clairement le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Accusée sans sanctionner, la diplomatie américaine se livre à un véritable numéro d'équilibriste pour ne pas froisser son allié historique. Nous voulons nous assurer, et c'est ce que le président a dit dès le début, que notre relation avec l'Arabie Saoudite reflète mieux nos intérêts et nos valeurs. Les mesures que nous avons prises ne visent pas vraiment à rompre la relation, mais à la recalibrer pour qu'elle soit plus conforme à nos intérêts et à nos valeurs. Quelques heures après la publication du rapport, les États-Unis ont donc annoncé une série de mesures pour protéger les dissidents étrangers. En théorie, l'accès au territoire américain devient interdit à toute personne accusée de s'attaquer au nom des autorités de son pays à des dissidents ou à des journalistes. Une disposition qui s'applique immédiatement à 76 ressortissants saoudiens, mais épargne le tout-puissant prince héritier Mohammed Ben Salman. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation. Voilà, vous venez de suivre notre rubrique rétro. Si vous l'avez raté ou raté le début de l'émission, je vous invite, vous pouvez toujours le retrouver sur notre site sbs.com.au/French. Je vous invite également pour suivre la conversation sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À présent, à table, Kitchen Conversations, une nouvelle série par notre collègue Audrey Bourget. Mais avant cela, Émilie Loiseau dans Le poids de l'existence.
Te souviens-tu des heures? SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food. Bonjour et bienvenue à Table Kitchen Conversations, le podcast où on rencontre des chefs, des agriculteurs, des producteurs et des passionnés de bonne bouffe pour nous parler de sujets qui nous donnent faim. Aujourd'hui, on découvre la cuisine des îles du détroit de Torres avec la chef Noni Béraud. Si je parle de plats avec de la noix de coco, du manioc et du sanglier, vous ne pensez probablement pas à la cuisine australienne. Mais pourtant, ce sont des ingrédients tout ce qu'il y a de plus commun sur les îles du détroit de Torres au nord du pays. C'est une région avec une culture forte et une cuisine unique. Well, I'm an island girl, so I'm a Torres Strait Islander. I'm born and raised there. I'm lucky my father raised me there, a single father. I guess I grew up with a single father who was really awesome about making sure that I learned tradition and culture. And I got to, grow up on a tropical island. Who can say that? Cette Island Girl que vous venez d'entendre, c'est Noni Béraud, la chef propriétaire du café Mabou Mabou et du restaurant Big Esso à Melbourne. Elle fait partie d'un des peuples autochtones du détroit de Torres, la tribu Comet de l'île de Mer. I just grew up in a very happy culture, I guess, where we have nothing. When we're not monetary wealthy, but we are always fed and have a really great community life. L'île de Mer fait partie d'un groupe de plus de 250 îles du détroit de Torres qui se trouve entre le nord de l'Australie et la Nouvelle-Guinée. La plupart de ces îles font partie de l'Australie mais ont un statut spécial. Pour se nourrir, les insulaires comptent beaucoup sur la pêche, évidemment, mais aussi sur ce qu'ils cultivent dans leur jardin et ce qui pousse naturellement autour d'eux. We're big cassava and yam eaters. I'm trying to bring the yam back, because I think it's just so delicious. So it's one of on my mission list of getting it on the menus, everywhere. But we grow up from anything from in the ocean, but we also grow up with indigenous fruits and berries from condongs to lemongrass. We have our own tea grass that we use. Chilies. People forget how tropical parts of the Torres Strait is. We grow up with our own plums, wangais, mangoes, you name it, tamarinds. The list goes on of how much natural resources we have, from sea succulents right up until having fresh fish from the reef or octopus, or I don't know. I grew up with so many things that I'm lucky that our palate is very diverse, from wild boar as well. Avec le temps, le commerce et les déplacements, la cuisine de la région a aussi été influencée par plusieurs pays d'Asie comme l'Indonésie et le Japon. Torres Strait was multicultural before the rest of Australia was, and we love everyone and we mix together. And l'un des plats traditionnels que Noni Béraud affectionne particulièrement est le poulet sémur, qui est mijoté longuement dans un bouillon à base de sauce soja. But it also is one of those dishes that every island person makes. And I make it every time winter starts to hit or I feel homesick. This dish comes out, you eat it for 3 days. It is one of those dishes that kind of keeps on giving. And it is about how the Japanese settled into the Torres Strait and became part of our beach dimmer and our pearling culture that was there, and then married into our families and brought their soy sauce over, and then it integrates into our food and becomes basically a national dish. We have this perception that Australia is only one thing, but we have many different weathers and we have many different, tropical fruits to non-tropical as well. So I think we just need to celebrate that a little bit more and know that, Australia's food produce is so diverse.
Nani Béraud prépare sa version du poulet sémur et d'autres plats avec lesquels elle a grandi chez Mabou Mabou et Béguesso à Melbourne. À ces menus, vous trouvez entre autres un bourguignon de queue de kangourou, des huîtres avec une mignonnette de baie poivrée et de l'émeu grillé. Parfois, ces plats sont traditionnels, d'autres fois plus modernes, mais dans tous les cas, elle met de l'avant des ingrédients indigènes du pays. Really big believer in the whole, native side of it, and I really want to make that the hero, and I want to make Australia the hero. Si on a piqué votre curiosité et que vous voulez en connaître plus sur la cuisine des îles du détroit de Torres, on vous recommande la série Straight to the Plate, disponible en ligne sur SBS On Demand, et bien sûr de visiter Mabou Mabou et Béguesso à Melbourne. Et vous venez d'écouter À table Kitchen Conversations, une nouvelle série de Audrey Bourget, une série pour les producteurs, agriculteurs et passionnés de bonne bouffe. Mais à présent, un morceau de Charles Aznavour qui nous interprète Formidable. Vous êtes avec Radio SBS en français. Nous avons le plaisir d'avoir Isabelle Johnson du Brisbane French Theatre. Bonjour à vous, Isabelle. Bonjour Jean-Noël. Comment ça va chez vous au Queensland? C'est un autre pays, un autre endroit, j'imagine. Oui, alors, il fait très beau aujourd'hui à Brisbane, c'est le printemps. Et on se croise les doigts. On n'est pas en lockdown. Nous, on a beaucoup de chance pour le moment et on espère que ça va rester comme ça. Et on souhaite la meilleure des chances à nos compatriotes partout en Australie. Et donc là, on se parle parce que prochainement, il y aura une mise en scène du spectacle, un spectacle du Brisbane French Theatre qui s'appelle, je crois, Les uns contre les autres. Vous allez nous parler de cette pièce théâtrale parce que vous dirigez cette pièce, Isabelle. Oui, c'est exact. Alors, le Brisbane French Theatre est extrêmement heureux de pouvoir remonter sur les scènes, sur les planches en octobre avec une toute nouvelle pièce de théâtre originale, Les uns contre les autres, une pièce originale écrite par Thomas Smith du Brisbane French Theatre. Et donc, nous sommes en pleine préparation, donc c'est la saison de la production. Donc, nous serons sur les planches les 14, 15 et 16 octobre à Kangaroo Point, donc à Brisbane. Et on est très, très, très heureux. Ça fait presque 2 ans qu'on n'était pas monté sur les planches. Notre dernière pièce a été annulée à cause du COVID. Comme beaucoup de compagnies théâtrales à travers la planète et l'Australie et la France, on a dû mettre nos plans de côté. Mais maintenant, c'est le temps de se retrouver tout le monde ensemble. Alors, on a très hâte. Alors, racontez-nous cette pièce, mais sans trop dévoiler peut-être le scénario complet. Oui, voilà. Donc, la pièce Les uns contre les autres est une comédie dramatique, disons, typiquement française, qui met en scène des couples et une copine nouvellement célibataire qui sont tous fraîchement sortis du confinement en France, à Lyon, et qui se retrouvent pour un apéro. Donc, c'est les retrouvailles après le confinement de COVID. Et donc, au courant de la soirée, on va découvrir comment ça s'est passé le confinement pour ces couples-là, où ils en sont dans leur réflexion sur la vie, l'amour, la liberté, et voilà. Et donc, comme j'ai dit, en comédie typiquement française, les gens vont bien s'engueuler, ils vont se dire leurs 4 vérités et tout va exploser. Je vous révèle pas je vous révèle pas ce qui va se passer le lendemain, mais ce que je peux vous dire, c'est que les couples vont se retrouver à une espèce de carrefour où ils vont devoir décider la suite des choses. Donc, est-ce qu'on tente de réparer les pots cassés ou est-ce qu'on décide de prendre une chance et de voir si l'herbe est plus verte ailleurs? Et vous avez beaucoup d'interprètes pour cette comédie sur scène? Non, on l'a fait simple cette année. On a 5 acteurs sur scène, donc 2 couples et la copine fraîchement célibataire.
et moi à la direction et quelques personnes qui nous étaient à la production. Donc, on a des nouveaux visages cette année au BFT et d'autres que les gens connaissent déjà. Donc, les gens qui sont déjà venus voir les pièces du BFT vont reconnaître la très populaire et merveilleuse Elisabeth Noël, qui est une super belle fille extraordinairement talentueuse que tout le monde aime voir sur scène. Donc, quand elle revient. Et Aurélia, qui était déguisée en gargouille pour une courte pièce que le Brisbane French Theatre a fait au French Festival il y a 2 ans. Et des nouvelles personnes très, très talentueuses et très travaillantes qu'on a très hâte de vous présenter. Viri Oang et Corélie Van Jett. Et Tom Smith est évidemment un immanquable du BFT. On n'aurait pas fait une pièce sans Tom sur scène, donc Tom va encore prendre un rôle cette année. Alors, parlons un petit peu de la salle et combien de spectateurs vous allez pouvoir accueillir avec les restrictions sanitaires, j'imagine? Ah, très bonne question. Écoutez, ça, c'est la question qu'on se pose tous. Donc, on a la chance de jouer dans une superbe salle. Le Queensland Multicultural Center à Brisbane est un des secrets les mieux gardés. Donc, c'est une belle grande salle moderne, un auditorium super génial qui accueille 224 places lorsqu'on fait salle comble, ce qui aurait été tout à fait facile à faire pour le BFT parce que les gens sont toujours au rendez-vous quand on fait des spectacles. Cette année, parce qu'il y a toujours la question du COVID, on a décidé pour l'instant de vendre seulement 75% des tickets. Ceci dit, si les choses vont bien, on pourrait vendre nos 224 billets. Donc, la décision se prendra plus proche de la date du spectacle. Donc, on espère quand même accueillir plus de 600 personnes pour notre spectacle sur les 4 représentations, si tout va bien. Et si tous les billets sont vendus et qu'il n'y a pas de COVID, on va peut-être pouvoir mettre plus de gens. Mais évidemment, les gens vont devoir prendre des mesures pour garder tout le monde bien en sécurité puis à l'abri du COVID. Donc, le port du masque, jusqu'à preuve du contraire, va certainement être obligatoire. Et certaines formes de distanciation sociale. Mais sinon, on a beaucoup de chance dans le Queensland. Pour l'instant, ça devrait bien aller. Absolument, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'impact du Covid sur vos activités théâtrales depuis mars de l'année dernière. Mon Dieu, Jean-Noël, ne me le rappelle pas. Écoute, c'était une espèce de roller coaster parce que les règles changent toujours. Donc, on avait très, très, très hâte de se retrouver. Depuis que notre dernière pièce a été annulée, on a quand même eu la chance de se revoir. Donc, on a quand même fait des répétitions de théâtre en ligne sur Zoom. On a pivoté, c'est le mot de l'année, je pense, comme beaucoup de théâtre et beaucoup de lieux de travail. Donc, il y a eu des rencontres et des répétitions en ligne, même tout dernièrement, lorsqu'on a eu un petit snap lockdown de 3 jours à Brisbane, on a quand même pu continuer. Et voilà. Et quand il n'y avait pas trop de restrictions, on a fait des cours de théâtre en personne aussi. Donc, c'était super parce que le théâtre... c'est bien pour l'auditoire, mais c'est aussi une famille pour les acteurs. Donc, c'était super bon pour la santé mentale et le bien-être de tout le monde de pouvoir se voir et continuer à nourrir notre passion, même quand la vie n'était pas tout à fait normale. Absolument. Je vois aussi que beaucoup de compagnies sont en train de filmer leur production juste au cas où il y a un petit pépin. Ça serait mon rêve, Jean-Noël. D'ailleurs, si dans tes auditeurs, il y a quelqu'un qui est bon avec une caméra et qui veut nous faire un bon prix, on adorerait faire ça. Ceci dit, du théâtre en ligne, c'est pas évident. C'est pas normal, ouais. Ah mon Dieu, même des super belles pièces. Ma pièce préférée, par exemple, dans tout l'univers, c'est Art de Yasmina Reza, et puis qui est disponible à regarder sur YouTube, puis même avec une super pièce puis des meilleurs acteurs. Du théâtre sur la télévision, parfois c'est un petit peu difficile. Donc, on aimerait beaucoup ça. Donc, si on réussit à organiser quelque chose, je te laisserai savoir, Jean-Noël, pour que tes auditeurs de partout en Australie puissent décider de venir de nous voir dans leur salon s'ils veulent. Mais c'est pas parti gagné parce qu'il y a quand même des coûts, puis il faut bien le faire. Absolument, et j'imagine qu'il y aura beaucoup de projets d'avenir pour le Brisbane French Theatre avec les assouplissements des restrictions en 2022. Ah oui, on a très hâte. Il y a un beau futur pour le théâtre en français à Brisbane.
récemment, on a eu des contacts avec les autres théâtres français en Australie, parce qu'évidemment, Melbourne, Sydney, Perth et Adélaïde ont aussi leur théâtre français. Et on rêve tous du jour où on peut se promener librement en Australie et collaborer ensemble et présenter nos pièces partout en Australie. C'est sûr et certain qu'on a très, très, très hâte d'accueillir des troupes de Sydney et Adélaïde, par exemple, à Brisbane. Donc, le futur est excitant. Il faut juste que COVID décide de nous laisser tranquilles. Absolument. Et donc, pour d'autres informations, je dirige les gens sur le site de brisbanefrenchtheatre.org, c'est ça? Oui, exactement. Et on est aussi très actifs sur Facebook. Alors, les gens peuvent venir voir des photos de la pièce, des messages, acheter leurs billets, communiquer avec la troupe. On a très hâte d'entendre parler de vos auditeurs. Isabelle Johnson, merci d'être intervenue sur les ondes de SBS French et à très bientôt. C'est un plaisir. Au revoir. Vous êtes avec Radio SBS en français. Et à présent, un rappel des titres de l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud a atteint 65% de sa population doublement vaccinée au moment où elle enregistre 813 nouveaux cas et 10 décès de COVID-19. Et les habitants de Sydney exaltés par l'annonce de la réouverture prochaine des frontières du pays. Et crise des sous-marins, la note s'alourdit pour l'Australie suite au report des négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Australie. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le français sur la radio SBS, c'est demain dimanche à la même heure et vous serez en compagnie de Jean-Noël Ducasse. Bon après-midi, bon week-end et à très bientôt. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.